Bonsoir, la désolation après la haine, ce sont les deux mots, les deux titres qui dominent l'actualité ce soir. La désolation et la haine à Sarajevo après 10 heures de combat qui ont ravagé le centre-ville historique. La désolation également à Los Angeles après 3 jours de haine qui ont détruit 10 000 magasins et causé 3 milliards de francs de dégâts. Grand témoin du 19-20 ce soir, Jean-Louis Borloo, maire de Valenciennes, conseiller régional, député européen. Il commente ce soir l'actualité du jour. Je vous le disais, la désolation après la haine en Bosnie-Herzégovine. L'accord de cessez-le-feu conclu hier soir semble avoir été respecté tout au long de la journée, mais Sarajevo porte aujourd'hui en son cœur les stigmates des très violents combats qui se sont déroulés hier pendant une dizaine d'heures. Reportage à Sarajevo de nos envoyés spéciaux Jean-François Gringoire, Christophe Hérault. Ce matin, Sarajevo découvre son nouveau visage, celui d'une ville meurtrie par la guerre après 12 heures de bombardements intensifs. Nous sommes maintenant sans appartement. 4 appartements ont brûlé. On ne sait plus où aller. Tout le centre-ville a été touché, les bâtiments plus ou moins endommagés par l'artillerie serbe. Plus un magasin de la rue très commerçante du maréchal Tito n'a encore une vitre debout. Memedalia Kulinovic, 83 ans, appelle devant l'immeuble de son fils qu'il croit mort sous les bombes. Mais toute la famille ainsi que des amis surpris par les bombardements ont passé la nuit à l'abri dans la cave. Mon père va rester ici cette nuit. Il ne va pas rentrer chez lui à pied. Moi, de toute façon, je dois rester. Où puis-je aller? Je dois vivre ici. C'est ma ville. Comme le centre d'évacuation a été bombardé, les corps des soldats de l'armée fédérale abattus par les Bosniaques gisaient encore ce matin dans la rue. Ce soldat de l'armée est mort des suites de ses blessures après la destruction de son engin blindé par un bazooka, pratiquement la seule arme qui permette aux Bosniaques de faire face à la puissance militaire des Serbes. La violence des bombardements d'hier ont pu faire croire un instant à une attaque généralisée des Serbes sur la ville. Mais ce fut surtout un sévère avertissement de la part de Belgrade qui envisage plus que jamais la partition de Sarajevo. Le président bosniaque, Alija Izetbegović, a quitté en fin d'après-midi la caserne où il était retenu par l'armée yougoslave depuis hier soir. Il reste toutefois sous le contrôle de l'armée fédérale et devra prendre la tête d'un convoi permettant l'évacuation des blessés, officiers, soldats et civils bloqués dans l'enceinte du quartier général qui est encerclé par les forces fidèles au président bosniaque. On ignore pour l'instant la destination finale de ce convoi et le moment auquel le président Izetbegović pourra reprendre sa liberté de mouvement. Jean-Louis Borloo, la valse hésitation de la communauté européenne sur la crise yougoslave augure mal de la future politique étrangère commune que les 12 se sont engagés à construire. Oui, mais elle me rappelle, vous savez, celle du Koweït. Moi, j'ai fait démissionner du Parlement européen à l'époque. Il n'y a même pas eu de convocation d'une session extraordinaire. Et c'est vrai que c'est angoissant. Enfin, il faut quand même rappeler que c'est 1 200 000 personnes qui ont été déplacées. C'est la plus grande crise sur le sol européen depuis la dernière guerre mondiale. Alors il serait temps effectivement que l'ensemble de la communauté européenne se mobilise. Et que pourrait-elle faire aujourd'hui? Il faut reconnaître très très vite, y compris, la communauté européenne a reconnu la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, probablement bientôt la Macédoine. Oui, je ne sais pas si les Français se souviennent que les Serbes étaient nos alliés, que les Croates étaient les alliés des Allemands. Et il serait temps que Paris et Berlin se mettent vraiment d'accord sur ce problème. Après les 3 jours de haine qui ont ébranlé la Californie et secoué les États-Unis, Los Angeles offre depuis quelques heures le spectacle de sa propre désolation. Les habitants des quartiers dévastés, soutenus par des milliers de bénévoles, œuvrent sans cesse pour nettoyer les rues et reconstruire ce qui a été détruit. Le bilan économique des émeutes sera très lourd, même si pour le sourire, le sens des affaires semble avoir déjà repris ses droits. Nathalie Darrigrand. J'ai survécu aux émeutes de Los Angeles. Sens des affaires ou mauvais goût, les premiers t-shirts sur les événements sont déjà en vente près des plages de la ville. Des plages fermées par les gardes nationaux dont la présence semble rappeler aux surfeurs que la Californie est encore sous le choc. Dans les quartiers noirs, Marines et officiers fédéraux continuent leur patrouille. Ici, les commerces et les habitations qui n'ont pas brûlé sont toujours privés d'électricité. Plus de 10 000 magasins ont été détruits
Estimation du montant des dégâts, 550 millions de dollars. Hier soir, George Bush a déclaré zone sinistrée la ville et le comté de Los Angeles. Tandis que dans la journée, l'entraide s'est organisée. Ici à South Central, particulièrement touché, des milliers de bénévoles ont aidé les habitants à nettoyer leur quartier. Autre signe d'apaisement, cette manifestation pacifiste en plein cœur du quartier coréen cible des pillards et dans tout Los Angeles, plus de 100 000 personnes ont défilé pour réclamer l'harmonie raciale. Dernier bilan des émeutes, 44 morts et plus de 2000 blessés. Dans les tribunaux, les premières audiences ont débuté pour juger les 7000 personnes arrêtées. Il faut rebâtir Los Angeles. Le maire de la ville a fait appel à l'organisateur des derniers Jeux Olympiques pour remettre en état la métropole californienne. Aujourd'hui dimanche, on a beaucoup prié à Los Angeles, comme ici, dans cette église baptiste, où la colère d'hier a laissé place à l'espoir. Invité aujourd'hui du forum RMC L'Express, l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, mais également maire de Mézieux, près de Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, Jean Popren a estimé que la France encourait des risques d'incidents identiques à ceux qui viennent de frapper Los Angeles et les États-Unis. Je crois qu'il faut dire, avec lucidité, qu'à mon avis, nous sommes sur la même pente. Et donc, si rien de décisif n'est fait dans les années à venir, disons en gros sur la décennie à venir, on peut redouter des phénomènes de même ampleur, qui donc iraient très au-delà des incidents graves, sérieux que nous avons vécus en octobre 90, enfin qui étaient sans commune mesure avec ce que vient de vivre Los Angeles, au demeurant un tiers de siècle après les avoir déjà vécus. Les différences raciales, ethniques, de confession, enfin tout ça qui joue. Et puis les inégalités qui souvent se chevauchent, mais pas tout à fait cependant. Il y a incontestablement creusement des inégalités à l'intérieur de la société française. C'est un mouvement puissant. Alors Jean-Louis Borloo, que pensez-vous des propos tenus par Jean Popren? Au-delà de ces propos, ce qui est clair, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appréhende mal en France, qui est celui de la seconde génération. La seconde génération de l'immigration, ou la seconde génération du chômage d'ailleurs, c'est le même phénomène. Et moi je vois dans les régions en pleine mutation comme le Nord, un phénomène d'une aggravation, une partie de la population. Je parle des enfants. Là on a peur des 18-25 ans, mais on oublie que les 2, 4, 6, 8, 10 ans ont un retard scolaire gigantesque, un retard nutritionnaire gigantesque. Et ce phénomène de la seconde génération, il n'est pas pris en compte. Deuxième problème des inégalités évoquées par Jean Popren, je ne sais pas si c'est à ça qu'il faisait allusion, c'est celui de l'écart entre les villes riches et les villes pauvres, entre les banlieues et les centres-villes. Et là, je dois dire qu'on bricole. Il n'y a aucune mesure majeure qui est prise aujourd'hui. Il y a des gadgets, il y a des déclarations, mais il n'y a pas de mesure. Et là, à terme, on risque un véritable problème. Alors, il y a maintenant un ministre de la Ville qui sûrement ne se considère pas comme un ministre gadget. Qu'attendez-vous de lui? Écoutez, moi d'abord j'attends de lui que demain matin, à notre réunion de 11h, on s'occupe des problèmes du Valenciennois et de Valenciennes. Mais plus généralement, je crois que ça va très au-delà. Le problème majeur de l'aggravation de l'inégalité, c'est un problème de fiscalité. Je veux dire, vous avez en gros 10 fois moins de besoins à Neuilly-sur-Seine qu'à Valenciennes ou à Anzin, et vous avez pourtant 10 fois plus de ressources fiscales. C'est le problème des HLM. Il faut détruire nos bars, il faut un véritable urbanisme, il faut donner des moyens forts aux offices d'HLM. Tout ça, j'ai l'impression qu'on colmate pour l'instant et qu'on ne traite pas réellement le problème. Vous lui demandez combien demain à Tapi? Écoutez, normalement, je pense qu'on pourrait avoir autant que Dunkerque ou Lille, proportionnellement à la population, une petite centaine de millions de francs. Centaine de millions de francs. Vous vous sentez des, oui, merci. Vous vous sentez des points communs avec Bernard Tapie? Je crois qu'on est à peu près. Vous a longtemps présenté comme étant un de ses amis, associés. Ah non, jamais. Non, on n'a jamais été associé. J'ai été son avocat. Mais non, je crois qu'on est à peu près. On est aussi différents que nos régions sont différentes. Que le midi de la France est différent du Nord-Pas-de-Calais, vous le savez. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on est dans un univers de travailleurs, on est dans un univers de pudique, on est dans un univers de... Dans le sud de la France aussi. C'est un peu différent. On travaille aussi, mais c'est pas le même style de culture. Vous savez, ma mère était corse, donc j'ai rien contre le midi, mais c'est pas le même type de culture. Célébration aujourd'hui dans les pays où il est bien sûr possible de le faire, de la journée internationale de la liberté de la presse, lancée à l'initiative de Reporters sans frontières. Cette journée livre des bilans éloquents et dramatiques. En 1991, 72 journalistes ont été tués dans le monde. Aujourd'hui, 106 journalistes sont toujours en prison, dont 24 le sont par exemple encore en Chine. L'Amérique latine reste actuellement le continent le plus dangereux pour ceux qui font le métier d'informer. Laurence Bobillier.
En Yougoslavie, la guerre civile est cruelle. Les combats entre Serbes et Croates ont coûté la vie à 20 reporters. Parmi eux, notre confrère du Nouvel Observateur, Pierre Blanchet. Mais l'Amérique latine reste pour l'année 91 encore le continent le plus dangereux pour ceux qui veulent exercer leur métier. Victimes des narcotrafiquants, des mouvements de guérilla, des groupes paramilitaires, 10 journalistes sont morts en Colombie, 8 au Pérou et 5 au Mexique. D'autres journalistes sont réduits au silence et croupissent derrière des barreaux. Ils sont 121 à travers le monde, détenus en Libye, au Vietnam, en Israël, en Irak, en Turquie, en Birmanie. La Chine détient un triste record. Ils sont 28 emprisonnés, la plupart pour délit d'opinion. Cet homme était rédacteur en chef du journal Enquête. Condamné à 15 ans de prison, personne ne l'a revu depuis son procès en octobre 1979. Plusieurs de mes confrères ont été tués lors des événements de Tiananmen en juin 1989. D'autres ont été blessés. D'autres encore ont été arrêtés. Depuis, il y a tous ceux qui ont été virés, chassés de notre bureau. L'année 91 a été une année terrible pour la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. L'association lutte pour défendre le droit à l'information et intervient aussi pour assurer la protection des journalistes, car certains, comme en Yougoslavie, paient au prix fort leur volonté de témoigner. L'Europe, en bref, 19 pays ont créé hier à Porto le plus grand marché unique du monde, les 12 États de la communauté européenne et les 7 membres de l'association européenne de libre-échange, parmi lesquels notamment l'Autriche, la Suède ou encore la Suisse, ont signé un accord qui institue un espace économique européen entre ces 19 nations. Ce marché rassemble 380 millions d'habitants et représente environ 40% du commerce mondial. L'Europe, justement, Jean-Louis Borloo, vous êtes bien sûr favorable, vous, à la ratification des accords de Maastricht ? Oui, bien sûr, je suis favorable à la ratification, mais le problème, c'est pas comment on ratifie. Le problème, c'est comment on prépare les Français à affronter. L'Europe, c'est une chance de la paix, c'est une chance sur un certain nombre de problèmes qu'on ne peut pas traiter de manière hexagonale, comme l'environnement notamment, le terrorisme international, un certain nombre de sujets. Mais moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune réelle préparation des Français à l'Europe. Sur le débat, on nous annonçait que la documentation française n'avait même pas le traité. Nous, à Valenciennes, on a fait un document qui est le résumé du traité de Maastricht, qui a été distribué à tous les Valenciennois. Parce que je pense que les Français sont adultes, ils peuvent entre eux débattre en famille, dans les quartiers, un peu partout. Et je suis étonné de voir que c'est un débat de spécialistes ou de journalistes ou d'hommes politiques et qu'on prend un peu les Français pour des enfants, pas pour des adultes. Le deuxième point, et là il y a danger, parce que je crois que si on fait l'Europe sans les Français, ou les Allemands ou les Belges, c'est-à-dire la population, on risque, parce que ça sera difficile, parce qu'il y aura des incidents, on risque un réveil des nationalismes ou des nationalités. Et ça, c'est assez dangereux. Donc il faut que la population adhère. Comment on ratifie, c'est pas très important, mais comment on prépare les Français à l'éducation nationale. Nous, quand on a fait en sorte que dans les maternelles, il y ait au moins 2 langues pour les enfants, on a eu l'académie sur le dos. Donc on a un véritable retard de préparation. Et le troisième point, disons aux Français la vérité. L'Europe, c'est une chance, mais c'est aussi des contraintes, c'est des difficultés, c'est les transitaires, c'est les douaniers, c'est les régions en difficulté. Et là, on a l'impression qu'il y a les euro-BA et les eurosceptiques, mais qu'on ne prépare pas les Français à affronter cette situation. Ça, je trouve ça un peu irresponsable et regrettable. Alors, dans la vie politique française, le CDS fait partie des formations politiques très favorables à la construction européenne. Aujourd'hui, à Poitiers, devant les jeunes démocrates sociaux, Pierre Méhaignerie a reproché à ses amis du RPR leurs atermoiements en quelque sorte en matière communautaire. Sur place, Alain Astarita. L'université de printemps des jeunes démocrates sociaux s'est achevée aujourd'hui sur le site du Futuroscope de Poitiers. Quelques 150 délégués venus de toute la France y ont débattu des problèmes de formation et d'éducation avant de céder la tribune aux grosses pointures du CDS. Le maire de Toulouse, Dominique Baudis, a plaidé pour une Europe des régions, tandis que Pierre Méhaignerie, le président du mouvement, est revenu sur les hésitations du RPR à propos du traité de Maastricht. Le seul regret que j'ai au terme de ces 15 jours, c'est que l'opposition, et particulièrement le RPR, n'ait pas dit le lendemain de la conférence de presse du chef de l'État, bien entendu, nous voterons Maastricht, parce que l'Europe, c'est nous qui la construisons depuis 30 ans, alors que là, nous avons perdu 15 jours pour ratifier un traité que toute l'opposition, sans exception,
se devrait de ratifier. Coup de griffe à droite, mais aussi à gauche, avec une critique en règle du bilan social du chef de l'État. Le CDS, qui appelle à une recomposition de la vie politique, se présente aujourd'hui comme un parti d'alternance. À bord du bateau de l'opposition, ils sont cependant nombreux à vouloir tenir la barre. Alors vous auriez envie de monter sur la barque du CDS qui propose la recomposition que vous appelez aussi, vous, de la vie politique française? Écoutez, moi je n'appelle pas à la recomposition, mais à la rénovation de la vie politique française. Je crois que ce n'est pas par des jeux d'alliance qu'on va répondre à cette volonté de réforme très importante en France, mais plutôt à des hommes neufs. Moi j'appelle à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément du sérail politique, pas forcément des poujadistes, mais des gens différents, de cultures différentes, pour s'engager dans la vie politique de ce pays. C'est ça que j'appelle. Est-ce que vous, Jean-Louis Borloo, vous avez envie aujourd'hui de lancer un mouvement national des borloïstes? Non, parce que moi, j'ai pas de destin. Mais ce que j'ai envie, c'est de dire à tous ces gens qui viennent de la culture, du sport, de l'entreprise, des syndicats, allez-y, il n'y a pas de monopole de la vie politique par les appareils politiques. Qui, à vos yeux, a un destin présidentiel aujourd'hui en France? Écoutez, en 1974, ils étaient 4 ou 5. Il y avait Michel Rocard, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. 18 ans après, ils sont toujours 4 ou 5. Bon, je vous laisse le soin d'apprécier. Il y a un candidat qui, aujourd'hui, dont le profil vous séduit? Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une telle aspiration au changement que le futur président de la République n'est pas forcément parmi ceux qu'on déclare présidentiables aujourd'hui. Alors, dans la vie politique régionale du Nord-Pas-de-Calais, les événements sont un peu précipités avec l'élection de Marie-Christine Blandin, seul président vert de région. Elle propose demain une répartition des présidences des commissions à la proportionnelle au sein de l'Assemblée régionale. Vous allez accepter ou vous allez refuser? Écoutez, bon, il se trouve que moi, j'étais pas pour la présidence de Marie-Christine Blandin. Je pense que l'écologie est une partie de la vie de la société, mais je suis contre l'intégrisme vert, c'est tout à fait clair. On vit une mutation difficile, alors elle est là. Moi, je vais faire avec. Mon problème, c'est qu'on se mette tout de suite au travail pour le Nord-Pas-de-Calais, et bon, peu importe que ce soit la proportionnelle ou pas la proportionnelle. Moi, je veux qu'on aille au boulot tout de suite. Pour l'instant, on n'a rien fait depuis un mois. Il faut qu'on se mette au travail. Une dernière question, très personnelle et très politique. Vous a-t-on proposé d'être ministre pour que Michel Delbar soit président de région? On m'a proposé beaucoup de choses pour que Michel Delbar soit président de région. François Mitterrand ne m'a pas appelé pour être ministre. En revanche, ses proches, oui, effectivement. Et effectivement, j'ai refusé. Environnement, on en parlait, en bref, la collision cette nuit entre un pétrolier et un cargo russe en mer Égée provoque un début de marée noire. Une nappe de pétrole de 7 km de long sur 2 km de large s'est déjà répandue au large de l'île de Skyros, vous le voyez, à l'est de la Grèce. Le pétrole s'échappe toujours du navire qui avait 28 000 tonnes de brut dans ses soutes. Les sports maintenant, Formule 1, Nigel Mansell chante sous la pluie à Barcelone. Le pilote britannique a dominé de bout en bout le Grand Prix d'Espagne. Il compte maintenant 22 points d'avance sur ses rivaux au championnat du monde. La course cet après-midi en Espagne, Rémi Goudicelli. Convaincu qu'il avait un beau coup à jouer sur ce circuit de Barcelone, Jean Alesi propulse d'entrée avec autorité sa Ferrari à la 3e place de ce départ, derrière Mansell et Patrese. Premier malheur ensuite pour l'écurie Benetton-Ford avec l'abandon de Martin Brundle, coincé sur le bas-côté. En tête de la course, c'est sous la pluie que Nigel Mansell navigue devant Patrese. Michael Schumacher, 3e, est déjà à plus de 15 secondes derrière les 2 Williams-Renault. Vient ensuite Senna et pour la 4e place, bagarre entre Berger ici au volant dans les roues de Jean Alesi, premier tête-à-queue du Français qui reste pourtant en course. Plus grand-chose à signaler avant le 19e tour. Sous le déluge, Patrese échoue dans un mur de protection. Il n'y aura pas de doublé pour les Williams-Renault. Devant, Mansell poursuit son cavalier seul, suivi par la Benetton de Schumacher. 2 virtuoses sous la pluie, alors qu'Ayrton Senna finit à son tour par quitter définitivement la piste. Dernier coup du sort profitable à Jean Alesi qui termine 3e de ce Grand Prix, remporté par Nigel Mansell devant Schumacher. 25e victoire pour le Britannique, entré aujourd'hui dans la cour des très grands pilotes de Formule 1. Et puis en football, Strasbourg qualifié pour disputer les barrages d'accession à la première division. Les Strasbourgeois ont concédé le match nul hier soir sur leur pelouse d'Angers, bénéficiant peut-être aussi de la clémence de l'arbitre sur cette action, mais se heurtant ensuite à la défense angevine et ne parvenant donc pas à ouvrir le but qui aurait permis aux Alsaciens d'assurer un peu plus confortablement leur qualification, 0-0, donc qualificatif qui permettra aux Alsaciens d'affronter Rennes pour les barrages, les 8 et 12 mai prochains. Jean-Louis Borloo, maire de Valenciennes, on a salué là aussi votre réussite. Quel est le budget du club ?
Actuellement 19 millions de francs, c'est-à-dire un tout petit budget pour la deuxième division. Alors, ce qui veut dire que pour la première division, vous allez doubler, tripler, quadrupler votre budget? Non, on va passer entre 30 et 35 millions avec les recettes automatiques de droits télévisés et de sponsors des maillots. Mais on restera dans la cour des petits, mais avec... C'est pour nous, le football, c'est quand même d'abord la fête du sport. Hein, c'est Ningesser, c'est le public qui a gagné, c'est les bénévoles, c'est ça ce qui a fait que Valenciennes a pu, petite ville en pleine mutation, en difficulté, a pu revenir dans l'élite, et on continuera cette politique sans aucun doute. On parlait de Bernard Tapie tout à l'heure, il vous fait un petit peu envie ou pas? Dans le domaine du football, c'est vrai, quand on a des joueurs comme Pelé, Waddell, ça fait un peu rêver dans le monde du football. Mais non, vous savez, la fête de Ningesser, même les gens de l'OM, quand ils sont venus, ont été impressionnés. Et il y aura des recrues de calibre, d'ailleurs quelques joueurs libres, hein. Marseille va en lâcher quelques-uns. Vous allez en parler demain matin avec Bernard Tapie? Non, je ne crois pas qu'on va parler de ça. Non. Nous allons refermer ce journal par un détour au théâtre, le théâtre Michel à Paris, où l'ancienne chanteuse Karen Cheryl fait ses grands débuts sur scène. Elle a choisi une pièce qui colle assez parfaitement à son tempérament explosif, une comédie de l'auteur, acteur, metteur en scène Daniel Collat, intitulée « Chacun pour moi », reportage de Dominique Poncet et de Marie-Hélène Roqueton. La première fois que je suis arrivée sur la scène du théâtre Michel, qui est comme une bonbonnière, j'étais très émue. Et c'est vrai que j'ai le sentiment en même temps d'avoir peut-être basculé dans un autre pan de vie. Vous chantiez? Eh bien, jouez maintenant. Ce défi lancé un jour à Karen Cheryl, l'ex-idole des enfants ne mit pas longtemps à le relever. Elle l'avoue sans embâche, les planches, elle rêvait de s'y brûler depuis longtemps. Sourire mutin, chevelure ébouriffée, silhouette fragile, la voici donc sur la scène du théâtre Michel, dans une comédie légère intitulée « Chacun pour moi ». Un rôle très nerveux. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Max. Max? C'est une pièce qui est une comédie sentimentale, une pièce qui est très drôle, mais aussi avec de très jolis moments d'émotion, une pièce qui a du relief, du caractère, du charme, et qui est riche en couleurs. Je suis sûr que tu mens. Mais t'es vraiment d'une jalousie maladive, hein? Jaloux peut-être, mais pas aveugle, hein. Faut pas se foutre de moi. Je suis sûr que t'as tout fait. Le plus difficile, au départ, c'était de jouer d'une manière donc tout à fait naturelle, fraîche, spontanée, mais en ayant la voix qui porte vraiment jusqu'au fond du théâtre. Mais je peux pas me passer de toi, moi. Je te préfère comme ça. Tiens. Oh, merci. Tiens, écoute, si ça fait plaisir, je suis même prêt à devenir ami avec Max. Le plus grand bonheur, c'est le soir de la couturière, qui est la première représentation, le premier lever de rideau, devant ce public, dans ce lieu magique, avec mes camarades. Oh, mais quel salaud! Mais en fait, Chacun pour moi, à voir si on veut redécouvrir une Karen Cheryl vive, malicieuse, méconnaissable dans un rôle de journaliste, tiraillée entre deux hommes, pas forcément très recommandable. Chacun pour moi, c'est pratiquement le rêve de tout homme politique. Non, je crois pas. Vous savez, moi je suis assez isolé, j'appartiens à aucun parti politique. Ça viendra ou pas? Et non, je crois pas que ça viendra, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que soit on fait une carrière pour prendre le pouvoir, soit on se met au service des autres. Il n'y a pas, je sais que ça peut vous faire rire parce que vous êtes souvent convaincus, et notamment les journalistes, que le cynisme est le seul mode de comportement de la vie. C'est pas vrai. L'homme n'est pas né méchant, non, je ne crois pas ça. Je crois que se mettre au service d'autrui, avoir une logique de mission et pas une logique de carrière, avoir de l'enthousiasme, avoir de l'authenticité, se défoncer. Mais quand un militaire meurt, d'accord, il a sa solde, mais il défend avant tout un drapeau, quand même. Eh bien, je crois que ça, c'est la régénérescence de la vie publique. Et on y a deux doigts, de même qu'il faudra un peu de spiritualité, même laïque dans la société. Je crois qu'on va vers ces nouveaux messages politiques. Merci Jean-Louis Borloo d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Dans un instant, météo complète de Florence Klein. Soir 3 est à 22h30. Avec Henri Chapier, je recevrai la réalisatrice Virginie Thévenet pour son dernier film, Ça me suffit. Je vous souhaite un très bon début de soirée. Merci.